produit pas. C'est des sociétés consuméristes où on a ce qu'on veut, où on est libre de penser ce qu'on veut, mais il n'y a pas de sens. C'est des sociétés qui ne produisent plus de sens. Daesh propose un sens. Elle a un discours, dans ses discours de propagande sur la société occidentale qui serait celui d'un marxiste ou d'un type de gauche, au contraire, même d'un traditionnaliste catholique. Ces sociétés, ces matérialistes, c'est ceci, c'est cela, ça n'a pas de sens. Elles sont des sociétés qui vivent en exploitant le reste de la planète, etc., etc. Ton devoir est de combattre ces sociétés. Et il y a un nombre de convertis qui est assez impressionnant. C'est de jeunes adolescents qui ne sont pas à l'aise dans leur société et qui reviennent. Ça fait énormément de choses. Et puis, on enseigne une culture comme quoi la vie est un point de passage vers une autre vie qui est nettement meilleure, et que pour avoir accès à la vie qui est nettement meilleure, il faut mourir en combattant pour la bonne cause. Et c'est un discours qui est très difficile à réfuter, quoi. Manuel Valls aussi, M. Mahmoud, il a sa dernière déclaration après ces attentats que l'Europe combattait le terrorisme, mais pour toutes les générations. Je pense que c'est une des fois les plus rares que Manuel Valls parle de toutes les générations quand il parle de cette ampleur de terrorisme qui a touché toute l'Europe. Est-ce que donc l'Europe ou la France ou la Belgique va-t-elle être prête pour contrer encore une fois de nouvelles attaques ou pas? Prenant en considération aussi, comme Dr Tawfik l'a cité tout à l'heure, que beaucoup de pays n'arrêtent pas ce flux ou cet afflux de migrants à cause peut-être du vieillissement accéléré comme en Allemagne ou la démographie qui est assez chancelante. Il y a beaucoup de pays européens qui n'ont pas intérêt donc à contrer ou arrêter ce flux de migrants. Je pense que la situation telle qu'elle est, c'est que la réaction plutôt, ça dépend un peu de la réaction de ce qu'on va voir. Est-ce que ce sera une réaction sage, ça veut dire bien pensée, ou est-ce que ce sera vraiment une réaction vicieuse? On ne sait pas. Une réaction vicieuse, ça veut dire ils vont commencer à arrêter des gens qui ne sont pas vraiment liés à cette situation, mais plutôt parce qu'ils viennent d'une certaine ethnie, etc. Alors le grand danger en tout ça, c'est de casser et diviser ces sociétés entre ceux qui sont des minoritaires et ceux qui sont par exemple, monsieur qui est belge nous dit très clairement, je suis belge, mais est-ce qu'il sera accepté comme belge par ceux qui viennent de l'extrême droite, par exemple, en Belgique? Dont il y a des partis qui existent. Alors il y a ce genre de choses ça dépend beaucoup sur la réaction actuelle des gouvernements belges et français. Quel sera donc le pire des scénarios face aux immigrants ou aux étrangers, aux Arabes, aux musulmans qui résident en France, en Belgique, en Allemagne et dans les autres pays? Quel est le pire des scénarios? Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup lu sur les nouveaux systèmes de contrôle dans les aéroports. Comment vont-ils traquer les terroristes, les traces des terroristes, les empreintes et tout. Beaucoup de systèmes assez sophistiqués, puisque c'est une question liée à mesures de sécurité plutôt de l'aéroport. Mais si on parlait sur le plan humanitaire et sur le plan politique aussi, le pire des scénarios pour cadrer ou pour mettre un peu un contrôle sur cet afflux d'immigrants, comment les musulmans vont-ils être traités donc depuis Le problème qu'il n'est pas certain que l'afflux de migrants aggrave le problème du terrorisme, et il ne le crée pas. Le problème terroriste est local. La tentation terroriste naît dans les banlieues françaises, naît dans les quartiers pauvres belges. Même s'il n'y avait pas de migrants, c'est-à-dire M. Mohamed Merah, par exemple, a commis, ou Charlie Hebdo, les affaires de Charlie Hebdo ont eu lieu avant qu'il y ait cet afflux de migrants. Alors évidemment, cet afflux va le compliquer. Mais pour vous répondre, moi je ne crois pas au pire des scénarios. Le pire scénario, c'est une guerre civile ou une bavure policière faite par un policier qui a eu peur ou qui n'a pas bien fait son travail, qui est tué par un jeune migrant, et que les banlieues
s'embrasent, un jeune migrant ou un jeune issu de l'immigration, et que les banlieues s'embrasent, et que la police gère moins bien cela qu'elle ne l'a fait, je crois que c'est en 2007 ou en 2005. Donc ça, c'est le scénario catastrophique, c'est-à-dire un soulèvement qui doivent être qui ne puisse pas être réprimé, qui doivent être réprimés avec effusion de sang. Mais je ne sais pas qu'il est à exclure. Il est peu probable. Ce qui est plus grave, c'est que l'atmosphère continue à s'empoisonner lentement et qu'on ait dans un pays ou un autre un parti d'extrême droite qui fasse 40%. Donc on parle aussi de la montée du populisme. Oui, pour moi c'est ça. Qui est déjà en flèche. Déjà. Oui. Docteur Mahmoud, vous... Oui, ça se voit le moment qu'on est en train de dire oui, il faut qu'on voit que les musulmans aussi nient ce que s'est passé et dit quelque chose contre ces attentats. Le moment qu'on dit ça, ça veut dire qu'ils sont vraiment en train de regarder cette minorité comme si c'était des gens qui sont le soutien des extrémistes, qui n'est pas vrai à la fin. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le préjugé existe. Et comment vous... quel scénario donc a-t-on tant de la part de... je sais que la question est trop générale face à cet attentat, mais l'Union européenne a beaucoup aussi de défaillances. L'Union européenne qui avait déjà un objectif assez économique et non pas politique ni sécuritaire, elle se trouve aujourd'hui vraiment minée par beaucoup de problèmes, comme on l'a cité tout à l'heure, dont ce problème de populisme et dont ce problème économique, surtout avec peut-être la probabilité de la sortie de la Grande-Bretagne. Que va faire aujourd'hui l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que quelque chose va changer dans cette instance où on va rien que parler de réunion des 27 chefs d'État de l'Union européenne qui condamnent le terrorisme? Y aura-t-il des pas assez concrets? Y aura-t-il des décisions assez déterminées ou pas? Oui. Alors il y a deux ou trois choses, comme d'habitude. La première est qu'en fait, sur l'euro est un problème extrêmement important parce que, comme vous dites, c'est un projet économique, mais dont les conditions économiques ne sont pas là. Et si on avait pensé en termes économiques, on n'aurait pas fait l'euro. L'euro est un projet... On n'aurait pas fait l'euro. L'euro suppose une communauté de politique fiscale, économique, une uniformisation de la gestion de l'économie qui est impossible. Donc c'est un projet politique, un projet économique qui a été le fruit d'une volonté politique, mais il ne marche pas. Et il crée des problèmes, il profite à l'Allemagne plus ou moins, et pas aux autres pays. Donc là, il y a un problème de base. Pour moi, la solution est à la fois très simple très simple à formuler et impossible à mettre en place sous le thème. Il faut une politique scolaire qui assimile, qui gère la diversité culturelle et qui permette à ceux qui sont dans la banlieue d'avoir une chance d'accéder aux classes moyennes et aux classes supérieures. L'IX, c'est-à-dire l'école polytechnique française, il y a 20 ans, vous aviez un cinquième des étudiants ou un quart des étudiants qui étaient issus des quartiers pauvres. Aujourd'hui, plus personne ne vient des quartiers pauvres. L'école ne marche plus. L'école ne marche plus. Tant que l'école ni nous donne un exemple moral, ni ne permet à un nombre suffisant de gens de sortir de la pauvreté, ça ne marchera pas. Votre opinion? Oui, je pense que, bien sûr, c'est très difficile pour quelqu'un d'une minorité de réussir aujourd'hui dans l'économie européenne. C'est ça un peu la situation. Et c'est aussi une des raisons qu'il y a eu que les extrémistes ont trouvé des recrues. Et ça se voit pas seulement en France, mais aussi par exemple en Angleterre. C'est un des bases du problème aussi. C'est que, oui, ils sont toujours vus comme des minorités et ils n'ont pas vraiment pu casser cette carapace, quoi. Voilà, d'accord. Donc, malheureusement, on va arrêter de parler de la Belgique. Je vais mettre fin donc à cette édition de direct. Et en tout cas, un message aussi à la communauté internationale que tous les pays arabes et toute l'Europe, tout le monde, toute la communauté condamne ces lâches attentats et nous présente ses condoléances à toutes les familles, qui soient les familles des victimes dans le nord de Sinaï, les familles des victimes en Belgique ou même en France le 13 novembre.
Dr Mahmoud Sabet, merci infiniment. Vous êtes analyste politique, historien également. Merci pour avoir participé avec nous à cette édition. Dr Tawfiq Limandos, merci également. Je vous laisse donc, chers téléspectateurs, avec un commentaire qui nous a été préparé par Yacha Al-Istar Al-Marabi qui parle de la visite que les Américains perçoivent comme historique, la visite de Barack Obama à La Havane, où tous les Cubains là-bas l'attendaient et affirmaient là-bas Barack Obama qui devrait pouvoir s'exprimer sans peur lors de son discours transmis en direct à la télévision nationale. Il a affirmé qu'il était venu à Cuba pour enterrer le dernier vestige de la guerre froide après plus de 5 décennies d'antagonisme forcené. Je vous laisse avec ce commentaire et donc la fin de cette édition de Direct et on vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe de Direct. Merci à tous. Passez une très bonne fin de soirée. Je pense que les citoyens devraient être libres d'exprimer leurs opinions sans peur, de critiquer leur gouvernement et manifester de manière pacifique, a déclaré M. Obama depuis le Grand Théâtre en présence du président cubain Raúl Castro. Je pense que les électeurs devraient pouvoir choisir leur gouvernement lors des élections libres et démocratiques, a-t-il ajouté. Auparavant, il avait annoncé être venu à Cuba pour enterrer le dernier vestige de la guerre froide après plus de 5 décennies d'antagonisme forcené. Raúl Castro, qui écoutait la traduction en espagnol du discours à l'aide d'un casque, n'a pas manifesté la moindre émotion pendant la plus grande partie du discours, mais a applaudi lorsque M. Obama a appelé le Congrès américain à lever l'embargo et lorsqu'il a évoqué Nelson Mandela. J'ai clairement dit que les États-Unis n'avaient ni la capacité ni l'intention d'imposer les changements à Cuba, a-t-il ajouté tout en estimant que les changements à venir dépendront du peuple cubain. Puis avant de s'envoler pour l'Argentine, le président américain a assisté à un match de baseball très attendu entre les Tampa Bay Rays de Floride et l'équipe nationale de Cuba.